les méli-mélos. Alors, on se retrouve encore une fois aujourd'hui avec un thème qui concerne beaucoup de personnes. Donc, ce sera la dépendance affective. Alors, bien sûr, comme d'habitude, invité de qualité, on a Adeline avec nous. Coucou. Bonjour Adeline. Ça va? Oui, ça va, très bien. Et toi? Ça va, nickel. Merci d'être là. Merci pour la proposition. Mais bien sûr. Et bien sûr, comme tous les mardis, on a Natilo. Salut, salut. Comment vas-tu, Natilo? Ça va. Juillet, tranquille. Notre mois. Cette mois, fois-ci, je dis bien notre. Notre mois. Pas mon. Voilà. Okay. D'accord. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va parler de la dépendance affective et Adeline a accepté de nous donner son témoignage puisque Adeline est une dépendante affective en voie de guérison. En changement, exactement. Voilà, très bien. C'est super. Donc déjà, on va faire une petite définition générale de ce que c'est que la personne dépendante affective, comment ça se manifeste. Donc, la personne dépendante affective a tendance à privilégier son émotion à court terme au détriment des éléments rationnels qui montrent que la relation ne lui convient pas. L'estime de soi et la confiance en soi dépendent de facteurs extérieurs. D'accord? C'est tout ça. C'est tout ça. Et toi, Natilo? Ben, c'est exactement ça. Bon, simplement, alors, je le dis par rapport notamment au thème de la semaine dernière, puisque la semaine dernière, on a parlé de l'auto-sabotage. Et en fait, juste une précision pour les téléspectateurs qui nous regardent, bien comprendre que la dépendance affective, c'est aussi un trouble, en fait. C'est important pour nous d'en parler parce que on parle de trouble psychologique qui est considéré comme une maladie lorsqu'il provoque de la souffrance. Donc, c'est pourquoi c'est important d'en parler. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément être en panique ou se dire qu'on est déjà à un stade psychologique pathologique avancé. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vraiment être considéré comme une maladie lorsque cela provoque de la souffrance. Et puis surtout, ça nous atteint dans notre vie. Ça, c'est à tous les niveaux en plus. Que ce soit personnel, professionnel ou même dans nos relations, ça peut détruire selon moi. OK. Ah oui. Donc justement, on va en parler et puis tu vas nous donner ton expérience. Donc, la prochaine question, c'est comment se matérialise la dépendance affective dans ta vie? Comment ça s'est manifesté? Alors, au tout début, c'était vraiment être très à la demande. D'accord. C'est-à-dire que quand on répond pour un message, quand on n'a pas l'attention, parce que moi, je suis quelqu'un, c'est tout ou rien avec moi, donc je donne beaucoup, donc j'attends à ce que les personnes me donnent tout autant. OK, d'accord. Sauf que c'est pas comme ça. Dans la vie, quelqu'un va te donner 5%, quelqu'un va te donner 10%, quelqu'un va te donner 50%. Sauf que quand toi, tu donnes 100% à quelqu'un, la personne, elle n'a pas un petit peu de pourcent à te donner parce que tu lui as déjà donné énormément. OK, d'accord. Donc, du coup, moi, ça a toujours été ça, être à la demande, oui, parce que moi, j'estime que ce que je fais aux autres, qu'ils doivent me faire tout autant. OK, d'accord. Donc, principalement, ça a été ça. D'accord. Donc, dans tes relations amoureuses? Même au travail, Au travail. Même au travail, ou bien même avec mes amis, Si je suis à l'heure, tu dois être à l'heure. Si j'ai des attentions envers toi, tu dois avoir des attentions envers moi. OK, d'accord. Alors que pas du tout. Chaque tête, chaque esprit. Mais comment tu t'es dit que c'était de la dépendance affective, ça? On remercie les réseaux sociaux de lire des petites choses, etc. Et puis, on en parle beaucoup plus maintenant. Alors qu'avant, c'était quelque chose, bon, c'est un petit peu tabou selon moi. Okay. Maintenant, on en parle beaucoup plus de ce qui nous touche sur le plan psychologique, etc. Donc, du coup, c'est de fil en aiguille que quand j'ai rassemblé le puzzle, je me suis dit, je suis un petit peu dedans, plus. OK, d'accord. Voilà. OK. Alors, on a bien compris, effectivement, que toi, tu étais dans la demande, mais à quel moment ça affecte ta vie? Quels sont face à ce début-là, quelles sont les premières répercussions? Comment tu te sens? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu ne dors plus? Est-ce que tu te retrouves en conflit avec tes amis en question? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, ça a été des conflits. De temps en temps, donc des petites prises de bec, comme on dit. Et puis, ça a été, je me suis renfermée. Parce que, on ne m'aime pas, on m'apprécie pas, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Donc, au final, ça a donné ensuite sur de la jalousie. Forcément. Donc, tu es devenue jalouse? Peut-être pas jalouse, mais je me disais, peut-être qu'un tel fait mieux, donc moi, je ne suis pas assez, donc peut-être que j'aime trop. Ça a donné plus sur ça, en fait. OK, d'accord. Donc, voilà. Donc, oui, effectivement, comment ça se matérialise? Donc,
On cherche constamment l'approbation du partenaire, des proches, des amis, du supérieur hiérarchique quand c'est pour le travail, des collègues. Donc, les dépendants affectifs, ils ont tendance à s'effacer au final, puisque, comme tu dis, finalement, ils ne voient pas qu'on leur donne ce dont ils ont besoin. C'est ça. Donc, l'approbation en question. Et du coup, on perd de vue ce qui est important réellement. Donc, c'est effectivement ce qu'Adeline nous dit, c'est effectivement les signes de la dépendance affective. Alors, j'ai quand même une question complémentaire. Quand on te demandait avec qui ça se matérialisait, tu nous disais un peu avec tout le monde et même au travail. Mais c'est vrai que quand on entend le terme dépendance affective, on entend affectif, on pense à amour. Qu'est-ce qui faisait que tu étais aussi comme ça? Alors, bien sûr, on va parler des causes après, mais qu'est-ce qui te poussait à être comme ça aussi au travail? Qu'est-ce que tu attendais des personnes, de tes collègues, de tes supérieurs hiérarchiques? Mais ça, c'est par rapport au manque de confiance. OK. D'où, comme elle disait, Amal, le côté où tu veux toujours avoir l'approbation, être sûr d'être... Je suis très perfectionniste. OK. Donc, du coup, j'aime que les choses soient bien faites dans la mesure de mes capacités. Donc, si forcément je me sens pas en confiance ou que je doute, etc., et que moi, j'attends de l'autre personne qu'elle me dise « Mais oui, c'est bien, Denis, ce que tu as fait, c'est bien. » Gonfler un petit peu, flatter, entre guillemets, l'ego, mais c'est surtout ma dépendance à moi, me sentir utile, forcément, ça atteint le Donc, tu allais vraiment voir les gens et leur demandais comment ça se passe concrètement. J'imagine la personne qui est qui ne comprend pas sa situation au travail ou qui ne se sent même pas en dépendance affective, qui ne réalise même pas quels sont les gestes, les comportements qui doivent alerter cette personne-là elle-même. Mais par exemple, ça peut être, je me rappelle à l'époque, je fais quelque chose, c'est bon, tu es sûr que c'est bon. 5 minutes après, tu as bien regardé, c'est bon ce que j'ai fait, tu es sûr, on valide, hein? Okay. Donc, tu m'as déjà dit oui, une fois, je ne peux pas tout le temps insister, c'est bon, etc. Ensuite, voir mon responsable, parce que ma collègue, c'est une chose, mais voir mon responsable, c'est bien ce que j'ai fait, comment j'ai fait, etc. Ou bien des fois, peut-être 15 jours après une semaine, revenir sur ça pour être sûr que ce que j'ai fait, ça fait une semaine, 15 jours, c'est bon. Donc, c'est passé. Donc, d'accord. Oui. OK. Ouais. OK. Donc, effectivement, le dépendant affectif va chercher l'approbation de ses pairs, P-A-I-R-S. Et quand il ne se sent pas validé, justement, ça va donner un repli sur soi-même, un manque de confiance, une baisse de l'estime de soi parce que je suis sûre que c'est pas assez bien ce que je fais, puisque la personne m'a dit oui, mais c'était pas un oui convaincant, hein. Et finalement, tomber dans un engrenage, un cercle vicieux. Exactement. Puisque tu disais que c'est le manque de confiance en toi qui génère ça, mais le fait de solliciter augmente, en fait, alimente ce manque de confiance. Et donc, on est dans un cercle vicieux où ça ne s'arrange pas. Exact. C'est ça. Voilà. Et en fait, le problème avec la dépendance affective, c'est que la personne qui est en dépendance affective, au final, va accepter des choses qui ne sont pas acceptables. C'est ça. Exact. Par exemple, dans les relations, ça peut être la violence. Ça peut être l'humiliation au travail, par exemple. Ça peut être exactement. Le harcèlement. Parce que la personne se dit, oui, mais si jamais je quitte ça, c'est moi. Mais en fait, ça nous fait descendre nos standards. Voilà, c'est ça. Au lieu que non, justement. Je pense qu'il faut plus les élever que les diminuer. Et pour faire ça, il faut prendre conscience de sa valeur, regonfler sa confiance en soi et remonter son estime de soi. Mais pour ça, il faut prendre conscience aussi de la situation. Ouais, et c'est là que c'est difficile, mais on va vous donner des pistes importantes. On y va, on continue du coup sur la question des causes. Donc, effectivement, tu nous as parlé de la confiance en soi, mais on a vu aussi qu'il y a d'autres causes. Il y a l'hypersensibilité, par exemple, lorsqu'on est hypersensible. Alors, je fais une petite halte sur la question de l'hypersensibilité. Je prends mon cas, par exemple, on m'a souvent dit que j'étais susceptible. Que j'étais susceptible, etc. Sauf que l'hypersensibilité, c'est aussi de la susceptibilité. La susceptibilité, du moins, c'est aussi de l'hypersensibilité. Et c'est lié au fait de capter tous les petits comportements, les petits rictus. Tu m'as dit, oui, c'est bon, mais tu as peut-être envoyé un peu trop vite le crayon. Tu as tiqué, tu as regardé la collègue, etc. Et donc, du coup, ça aussi, ça va générer le fait d'être capable de capter tous ces petits détails-là sur les comportements des gens. Ça fait qu'on a tendance à moins se faire confiance à ce qu'ils disent. Et ça crée aussi cet état de manque de confiance, puis ensuite de dépendance affective. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a la timidité également. Donc, les timides, les introvertis.
Donc, comme on a déjà dit, les personnes qui manquent de confiance en elles, ou encore des personnes qui ont déjà vécu un traumatisme dans une ancienne relation, qui n'étaient pas dépendantes affectives de base, mais par rapport à la relation, développent des troubles de dépendance affective dans leur future relation au travail, etc. Parce que dans cette relation-là, elles ont été dénigrées, rabaissées, humiliées. Et donc, ça crée l'engrenage en question. Et puis, il y a aussi les facteurs éducatifs. C'est-à-dire que, alors, on a identifié 2 causes. La cause, je ne me souviens plus, mais primaire, je crois, mais en tout cas, 2 causes. Il y a le cas où ça va être effectivement lié à un traumatisme dans l'enfance ou dans le modèle éducatif qui fait qu'on va devenir dépendant affectif. Et puis, il y a aussi le côté où c'est vraiment inné, c'est lié à la personnalité. Et puis, confronté à des mécanismes éducatifs, et on va développer ça. Ça peut être, par exemple, avec les parents très exigeants. Les parents qui sont très exigeants et qui demandent toujours à l'enfant de présenter ce qu'il fait pour pouvoir donner validation, mais il peut nourrir la dépendance affective. Ça peut aussi être le parent qui va beaucoup couver. Dis-moi où tu es, je vais être avec toi, etc., etc. Et l'enfant va grandir dans cette idée où il faut l'approbation du parent et il va développer la dépendance affective dans son fonctionnement. Il y a aussi l'injustice dans l'enfance, toujours avec l'éducation. L'injustice, quand il y a des frères et sœurs, l'enfant qui a la blessure de l'injustice peut aussi développer une dépendance affective vis-à-vis du parent qui est injuste envers lui, enfin qu'il estime injuste envers lui parce que il voudra toujours prouver aux parents je suis capable de recevoir tes compliments. Voilà, moi aussi, je sais faire. Ça. Alors, du coup, ça se répercute dans ses relations amoureuses, professionnelles, amicales, dans la vie d'adulte. C'est ça. Et là, on voit que la dépendance affective a plusieurs objectifs. Dans certains cas, c'est vraiment quelque chose à prendre au cas par cas. Dans certains cas, ça va être pour réparer le manque de reconnaissance d'un parent, par exemple. Dans d'autres cas, ça va être parce qu'on m'a habitué, on ne m'a pas laissé m'exprimer moi-même, découvrir, explorer par moi-même. Ça peut vraiment être sur différents aspects. Chaque dépendant affectif est différent, même s'il y a quand même des troncs communs, on va dire. Mais après, ça évolue aussi par rapport aux événements de la vie, etc. Parce que moi, je sais que moi, ça a été amplifié par rapport aux événements. C'est vrai que je suis dépendante affective par rapport à ma situation en étant plus jeune, mais forcément, avec les relations ou autres, forcément, ben, ça augmente. Ou bien les échecs de la vie, tu te dis qu'au lieu que ça diminue, non, ça augmente. Alors, il y a aussi une règle à connaître. Alors là, je vais parler des relations, puisque je suis thérapeute de couple. Il y a aussi le cercle vicieux de la dépendance affective. Comme je suis dépendant affectif, je vais attirer des gens qui ne satisfont pas mon désir de dépendance affective. Exactement. Et donc, je vais tomber dans l'auto-sabotage pour faire écho à l'ancienne émission. Voilà. Donc, on va attirer des personnes qui ne sont pas disponibles, alors que moi, j'ai besoin de rassurer tout le temps. Mais je vais attirer quelqu'un qui sort beaucoup, alors que j'ai besoin de savoir que mon gars n'est pas en soirée. Je vais attirer quelqu'un qui va pas m'envoyer des messages la journée. Et donc, c'est ça le service de la dépendance affective, en tout cas dans les relations. Exactement. Et donc, mon partenaire qui va me trouver chiante, parce que j'envoie des messages tout le temps, parce que j'appelle en vidéo, parce que j'ai besoin d'être rassurée, va avoir des comportements, ne pas répondre, ne pas m'envoyer de messages, ne pas me dire où il est, où elle est. Je dis il, parce que je dis le partenaire, donc un homme ou une femme. Et donc, le dépendant affectif va commencer à accepter l'inacceptable, parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas ces comportements-là, la personne peut te répondre, bon, ben, je suis en soirée, et puis c'est fini la conversation. Voilà, c'est ça. Mais parce que le dépendant affectif va dire, ah ouais, mais avec qui, mais pourquoi tu es là, mais pourquoi tu m'as pas répondu, et pourquoi tu m'appelles pas? Ils appellent 1 fois, 2 fois, 20 fois, 50 fois. C'est ça, donc ça devient un cercle vicieux. Exactement. Et donc, du coup, c'est important, hein, moi, ce que je veux souligner aussi par rapport à cette question de la dépendance affective, c'est surtout, c'est un peu comme tous les traits de caractère, en fait, parce qu'effectivement, c'est causé par de multiples causes, mais le plus important, c'est de ne pas laisser ça devenir grandir au point de devenir maladif, en fait. C'est pas tant de le ressentir. Alors, je ne sais pas comment toi, tu vis les choses, parce que le dépendant affectif ressent aussi de la culpabilité, surtout quand il est en prise de conscience. Je réalise que je suis comme ça, mais c'est plus fort que moi. Je ressens quand même ce besoin d'être assuré.
Et quand je l'explique, on ne me comprend pas. Et du coup, ça nourrit une culpabilité. Tu parlais tout à l'heure de perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est l'une des causes de l'autosabotage. Donc, en fait, le fait d'être consciente de ça, parce que tu nous disais que tu étais dedans, tu en sors, tu te soignes, etc. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire du point de vue de la culpabilité, de ce que tu ressens? Comment on décide de sortir de ça? Tu nous as dit merci aux réseaux sociaux, mais le travail, l'autothérapie, comment si c'en est une, ou est-ce que tu t'es fait accompagner? Comment on décide de sortir de ça? Moi, je n'aurais pas pu réussir seule. Donc, forcément, j'ai vu psychologue, etc. Parce que pour moi, je sais que pour vraiment sortir de toutes les casseroles que je traîne, je n'aurais pas pu seule. Mais il y a eu effectivement des événements qui ont fait que je me suis dit, non, c'est soit moi, en fait. J'ai pas le choix de donner plus à quelqu'un au détriment de moi. Et du coup, là, ça a fait tout de suite écho. Sans rentrer dans les sphères trop privées de ta vie, mais qu'est-ce qui peut créer ce déclic-là? Moi, ça a été une rupture, ça a été des soucis niveau professionnel, et puis ça a été aussi des soucis autres, hein, comme des soucis financiers ou autres. Donc, ça a vraiment été tout qui a fait que ça a donné un déclic. Donc, tout est arrivé d'un coup. Donc, ça a engendré la dépression, forcément, et tout ce qui est avec par rapport à la dépendance affective. Donc, du coup, quand on n'est pas bien, quand on est en dépression ou autre, forcément, on est encore plus dépendante affective. Donc, on demande plus aux autres, alors que forcément, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Donc, moi, j'ai été suivie par une psychologue que je vois comme de temps en temps, éventuellement. Et puis, j'ai vraiment essayé de conscientiser les choses et mettre des choses en place moi-même. C'est-à-dire penser plus à moi, réfléchir un peu moins à la vie des autres, mais plus à moi. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire à l'instant T? Est-ce que j'ai envie de dire oui pour faire plaisir, pour avoir l'approbation de la personne, ou bien est-ce que j'ai juste pas envie d'aller dans cette soirée? Ok, d'accord. Alors que ça a toujours été, oui, on va. Non, je vais dormir, je suis fatiguée, je travaille demain. Mais non, t'inquiète, faire plaisir aux autres. Parce que je me dis, cette personne-là va m'aimer parce que je lui fais plaisir. Voilà. Exactement. Voilà. Et comme disait Ama, quand on est dans cette situation de dépendance affective, on a tendance à attirer, comme elle disait, des personnes qui s'appuient sur ça. Et donc, ça peut aller jusqu'aux manipulateurs, aux pervers narcissiques, etc. Ouais. Est-ce que pour pouvoir t'en sortir, tu as dû faire un tri dans ton environnement? Je ne vais pas dire que j'ai fait un tri, mais le tri s'est fait tout seul. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'après, j'ai quand même de bonnes personnes à mes côtés. Donc, Dieu merci, mais par exemple, je n'ai pas forcément rentré dans les détails. Ils savent que si ça ne va pas, ça ne va pas. Donc après, s'il le faut, je vais donner les détails après, mais je ne suis pas rentrée dans les détails. Les plus importants, ils savaient que je n'étais pas bien, etc., et que si je les appelais à 2h du matin, je pouvais compter sur eux. Ok, d'accord. Donc voilà. Ok, d'accord. Donc tu as quand même eu un environnement de qualité qui t'a permis. Et au travail, ça a changé comment? Oui, au travail, nickel. Ça a été après, on en a discuté. Comment ils ont compris ton changement de comportement? Non, mais on en a discuté, on a fait aussi des formations sur la communication, etc. Donc tout ça aussi, parce que je suis quelqu'un, par exemple, justement, comme je suis très perfectionniste, j'attends de mes collègues autant que moi je me donne dans le travail. Donc pareil, ça a été ça. Et au bout d'un moment, j'ai compris que moi, c'est moi. Ama, c'est Ama, chaque personne agit différemment. Donc ça, du coup, en faisant les thérapies, ça a un petit peu diminué tout ça. Ok, d'accord. Le travail n'est pas fini. Mais c'est ça, et même quand on parle des causes, des causes et puis comment cela se manifeste, par exemple, dans le milieu professionnel, effectivement, on parle d'excès de zèle, sans être péjoratif, hein, excès de zèle parce que je veux être bien vue, faut qu'on me voie bien pour qu'on puisse m'apprécier dans mon environnement professionnel. Donc, c'est un des traits, effectivement, dans le milieu professionnel. Surtout que moi, en plus, je suis déjà quelqu'un d'extraverti, je ne suis pas timide ni quoi que ce soit. Donc, du coup, après, ça peut être mal perçu. Ah, elle veut toujours tout diriger, elle veut toujours faire ci, alors que pas du tout. C'est juste que, bon, je suis investie, et puis voilà. Donc, c'est ça. Et alors, je parlais d'environnement, ça, je l'adresse pas forcément dans ton cas en particulier, mais à tous ceux qui nous regardent. C'est vraiment important de soigner son environnement. Alors, déjà, d'être avec des personnes qui nous comprennent, mais aussi, être capable de s'accepter, c'est être dans un environnement qui nous laisse la place d'être qui nous sommes réellement. Je prends souvent cet exemple-là. Je dis ça par rapport au fait que tu as dit que tu aimes diriger. La question du contrôle. C'est vrai que l'excès ennuie. Mais je vais prendre un autre exemple. Je prends souvent cet exemple-là en bilan de compétences. Je dis aux gens, quand on fait les tests de personnalité, les tests de compétences, etc., l'inventaire des compétences, ils me disent, mais ça, c'est bon, c'est pas bon, c'est quelque chose de bien. Et moi, j'ai un exemple que j'aime beaucoup leur donner, c'est la question de la logorée ou du fait de parler faux. Moi, je parle faux. Je leur dis,
Est-ce que le fait de parler fort, c'est pas tout le monde qui connaît logorée. Hein. Alors, la logorée, c'est le fait de parler beaucoup, d'aimer parler, de parler. Voilà. Quand j'étais petite, ma mère me faisait... Vous me faites savoir que c'est bon. Elle devait être cousine. Voilà. Parce que ma maman aussi pareil. Voilà, d'accord. Elle me faisait, c'est bon, d'accord. Donc, pourquoi j'ai dit quand j'étais petite, mais ça montre bien que c'est depuis toute ma vie, c'est en moi. J'aime ça, j'aime parler, j'aime communiquer, j'aime échanger. La preuve, nous sommes sur Méli-Mélo, un espace d'échange et de parole, 1h25 à chaque fois. Et donc, je leur dis, je reviens sur l'exemple de je parle fort. Je leur dis, bon, ben, selon vous, parlez fort, c'est bien ou pas? Et tout de suite, je sens qu'ils sont un petit peu mal à l'aise ou un peu gênés. Ouais. Ils ne savent pas trop comment interpréter ça, etc. Et je leur dis, ben, vous voyez, dans mon métier, la formation, c'est une bonne chose. On m'entend, je suis claire, je n'ai pas besoin de micro, je peux m'adresser à une assemblée, etc., etc. Par contre, si je parle fort et que je suis en service réanimation néonate et qu'à 2h du matin, on m'entend jusqu'au bout jusqu'à l'autre aile de l'hôpital, il y a un problème, en fait. Ouais. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre à se connaître pour choisir les bons espaces. Comme je suis dans un espace de travail qui valorise qui je suis, je lutte en fait contre les petits problèmes de confiance en moi et finalement il n'y a pas de problème puisque le fait de parler fort correspond à l'univers dans lequel je suis. Si j'étais quelqu'un qui parlait fort dans un univers où ça ne convient pas, mais je ne suis pas au bon endroit. Et c'est valable aussi pour le fait d'aimer contrôler. Les gens aiment bien parler de ça en mode critique. Tu aimes trop contrôler, tu aimes trop diriger, etc. Mais il y a un trait de compétence qu'on appelle l'assertivité. La capacité à gérer, la capacité à fédérer, à gouverner, ça fait partie des qualités qui sont nécessaires pour certains postes. Et donc, je suis pas en train de te dire de changer de poste, je ne sais pas du tout ce que tu fais, mais je suis en train de te dire que ça peut aussi être une façon de guérir et de s'exprimer différemment que de trouver l'espace qu'il faut pour être soi et sortir justement de « j'ai besoin d'être validé ou pas ?» Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je prenais cet exemple-là pour inciter aussi les téléspectateurs à réfléchir à qui je suis, où je me situe pour éviter de tomber dans des cas où on ne se sent pas bien, on n'est pas bien compris, on n'est pas bien entouré, etc. C'est ça. Voilà. Donc... ça fait partie de la prise de conscience, apprendre à se connaître. Exactement. Voilà. C'est dur, ça. Je pense qu'on ne se connaît jamais vraiment. Non, on ne se connaît jamais vraiment, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'à 56 ans, tu peux découvrir que tu as une passion pour les papillons empereurs. Mais au moins, il faut connaître ses besoins. Sur le moment, les besoins changent régulièrement. Il faut être à l'écoute. Je peux aujourd'hui me dire, bon, ben moi, c'est quelque chose qui me dérange. Je ne me vois pas être avec... un homme qui sort tous les vendredis, ça me dérange. Et il faut être à l'aise avec ça. Ça me dérange parce que je ne suis pas à l'aise avec ça. Et ne pas tomber dans quelque chose où tous les vendredis soirs, j'ai un mal de tête. Le gars sort, mais bon, je ne vais rien lui dire puisque personne ne va rester avec moi si je le laisse. Oui, je l'aime aussi. Il faut être à l'aise avec ses besoins. Si mon besoin, c'est ça sur le moment, il faut que je puisse me dire, bon, ben, je quitte. Comme les dépendants affectifs ne vont pas quitter une relation comme ça. Ils ne vont pas quitter la relation en se disant, ah non, ça, c'était vraiment un manque de respect. Ils vont se dire, ah ouais, c'était vraiment un manque de respect, franchement. Mais bon, il y a pire. Hein. Il y a pire. Ça aurait pu être pire. Hein. Et puis, en plus, par exemple, je prends l'exemple de la violence conjugale. Les victimes dépendantes affectives, souvent, vont dire oui, bon, c'est vrai, mais après, il a pleuré. Et après, s'il a fait ça, c'est parce que s'il est énervé à ce point, c'est parce qu'il m'aime. Ouais. La violence est proportionnelle, en fait, à son amour. Il n'aurait pas fait ça à une autre femme. C'est que à moi qu'il fait ça. Et j'ai entendu quand même des femmes me dire « Ah non, mais il n'avait jamais battu aucune autre femme que moi. Hein. Je pense que moi, vraiment, il y a de plus forts sentiments. » Ouais, ça, c'est de la justification. De la justification. Ou bien, oui, mais il est comme ça, mais il m'apporte ci. Et par rapport à l'approbation aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on cherche une excuse pour que les gens comprennent pourquoi on reste dans... Excusez-moi, je vais le dire, le manger cochon. Je le dis, c'est pas sympa de le dire parce que je suppose bien qu'il y a de la souffrance, mais je suis aussi pour cette reconnaissance de manger cochon. Je fais un clin d'œil à un ami, il se reconnaîtra, qui me parle de la boue.
Et il me dit souvent, dans les explications, il me dit, ben, si quelqu'un aime la boue, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Par contre, sois sûr de ta boue et sois en accord avec ta boue. Mais ne fais pas comme si tu n'es pas dans la boue. Voilà. Sois dans cette congruence, dans cette honnêteté intellectuelle, de dire, bon, ben, en ce moment, je peux prendre n'importe quel exemple. On sait que fumer, c'est pas bien, fumer, ça tue, fumer, ça rend malade. Mais en ce moment, j'ai pas envie d'arrêter de fumer. En ce moment, je suis pas prête à arrêter de fumer. Reconnaître que, en ce moment, j'en ai besoin. Mais pas être dans cette... Le problème de la dépendance affective, c'est qu'on va trouver des explications à donner à l'autre pour que l'autre puisse approuver le fait qu'on reste dans la boue, en fait. Et c'est là où ça devient très pernicieux et c'est là où il faut faire très attention. C'est ça. Je fume parce que quand j'étais petit, on m'a renvoyé du collège et que ça m'a fait un traumatisme. D'accord, ok pour l'explication, mais fumer, c'est pas bien. Exactement. Même si je fume. Le plus souvent, c'est ça. Hein, tu as beau avoir... Tu n'es pas OK avec ça, en fait. Mais non. Tu n'es pas OK avec ce genre de choses-là. Et je rebondis sur ce que tu as dit pour l'histoire de faire le point. Alors, c'est vrai que c'est notre mois d'anniversaire. Moi, c'est quelque chose que je fais systématiquement à mon anniversaire. Pour moi, c'est une nouvelle année qui commence à la date de mon anniversaire. Donc, je fais le point. Mais je vais faire un rappel par rapport à nos anciennes émissions, notamment à celle du bain des marées, où on disait qu'il y avait le bain des marées, effectivement, dans sa tradition spirituelle. Mais il y avait aussi le bain des marées dans le cerveau, dans l'esprit. Le fait de prendre le temps de faire le point et de dire ça je ne veux plus, ça je ne veux plus, ou ça je ne supporte pas, ou ça je ne supporte de moins en moins. Mais faire un point en fait. Et ça revient à ce qu'on disait sur le fait qu'on ne se connaisse pas forcément. C'est clair, on apprend à se connaître à chaque minute de notre vie. À chaque épreuve, on se découvre. Mais c'est bien de se fixer une date, peu importe, que ce soit en début d'année, à la date d'anniversaire, tous les 3 mois, comme vous voulez, à chaque pleine lune, pour faire un bain des marées, refaire le point et se dire, ben tiens, ça je suis apte à le supporter, mais je sens que ça va de moins en moins en fait. Ça c'est de plus en plus difficile. On aurait dit que je me renferme un peu plus, on aurait dit que je suis un peu plus en colère, on aurait dit peu importe, et qu'on puisse mettre en place des choses pour ne pas que la dépendance affective dont on souffre. Parce que quand on prend le cas de l'hypersensibilité, on est hypersensible, point. Oui. On n'est pas hypersensible et puis on va prendre un petit cachet et puis ça va changer. Hein. Ça fait partie de notre ADN. Donc l'idée, c'est que comme je suis hypersensible, comme je suis timide, comme je suis, peu importe... Se connaître, c'est exactement ça. Voilà. Ça veut dire que j'aurai des phases de dépendance affective dans ma vie. Laisse-moi faire le point pour voir si c'est ce qui est en train de redescendre là. Si c'est ce qui est en train de tomber sur moi. Ok, d'accord. Ah, ça revient. Eh bien là, je mets en place quelque chose pour ne pas que ça prenne... Je coupe le pont de la dépendance affective. Exactement. Pour ne pas que ça prenne une dimension trop grande et que ça me rende malade. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, on revient à chaque fois à ce point-là, la connaissance de soi. Parce qu'on grandit, on est éduqué d'une certaine façon. Bon, ben toi, t'es une femme, hein, Adeline, t'es une femme. Donc, tu vas te marier un jour, et puis tu auras des enfants, et puis tu auras un travail, et puis tu auras une voiture, et puis voilà. Il faut tenir un foyer, il faut savoir où repasser. Les clichés. Il ne faut pas trop sortir parce que ton homme va pas rester avec toi. Exactement. Il ne faut pas trop mettre de maquillage parce que ton homme va pas rester avec toi. Il ne faut pas être trop sexy parce que ton homme va trouver ça vulgaire. Tu es une bobo. Donc, voilà. Donc, du coup, tu grandis avec des trucs en te disant... faut que je fasse ça, faut pas que je fasse ça. Et puis en face de toi, tu as quelqu'un qui est lâché les chiens, quoi. Et je me rends compte que maintenant, même les hommes aussi, c'est pareil. Hein? Je connais 2-3 personnes qui sont dépendants affectifs. Ah non, je dois pas être comme ça. Pourquoi? Parce que dans l'éducation antillaise, on leur a dit un homme ne doit pas pleurer, un homme ne doit pas être triste, un homme c'est lui qui gère ceci, il n'a pas le droit d'avoir des émotions, etc. Alors il est en dépendance affective plus, hein? Oui, c'est exactement ça. Alors, la dépendance affective touche plus de femmes, mais effectivement, ça existe chez les hommes, ça existe chez les enfants, ça existe chez tous les individus. Chez les hommes, c'est un petit peu plus technique. Eux, ils ont une éducation sans faire exprès, c'est pas pour blâmer les parents, hein. Mais les hommes, ils ont reçu une éducation de macho. C'est très présent chez nous, aux Antilles. L'homme ne doit pas pleurer, l'homme doit savoir faire une mécanique, lever une voiture à main nue. Exactement. Voilà, dès qu'un homme pleure ou alors... Qui ça qui arrive là? Mais oui. On leur enseigne en fait qu'ils doivent savoir être autonomes
et gérer non seulement leur vie, mais la vie de leur foyer aussi. Ils doivent pourvoir au foyer. Alors que la femme, c'est un peu plus différent. Même si ça tend à changer, mais on le voit, hein, les discours changent, mais les injonctions, elles sont sensiblement les mêmes que celles de nos grands-parents où, ok, d'accord, il faut que tu sois indépendante, mais ne répète pas trop que tu n'as pas besoin des hommes. Il faut que tu sois indépendante, mais ne montre pas trop. Ça va faire peur aux hommes. Exactement. Tu prends trop de place. Il y a plein de choses, en fait, qui découlent, en fait, de cette ancienne éducation-là et qui persistent encore aujourd'hui, qui fait que les femmes sont effectivement un peu plus en dépendance affective. Et puis, je vais parler, presque à chaque émission, on parle quand même des messages un peu, des injonctions de la Bible. Donc, il y a quand même, tu seras soumise à ton homme et ton homme va t'aimer comme lui-même. Alors, voilà, c'est comme ça. il s'aime lui-même, en fait. Donc, toi, il va t'aimer comme il s'aime lui-même. Ça veut dire que si le gars n'a même pas d'amour propre, c'est dans la merde. C'est clair. Mais toi, tu dois être soumise. C'est ça la règle. Alors, forcément, quand on grandit, par exemple, dans une famille pratiquante plus, c'est logique que tu seras en dépendance affective. Hein? Tu vas tout le temps te dire, bon, tant que j'ai pas d'homme, ce sont mes parents, parce que c'est ce qu'on m'a inculqué dès le catéchisme. Donc, tant que je n'ai pas d'homme, mes parents, je parle de la femme. C'est pour ça que je pense aussi que ça fait partie des facteur, pourquoi ça touche plus les femmes. Donc, je vais être soumise à mes parents, parce que c'est les parents suprêmes, etc. Et hop, j'ai un homme, je suis soumise à l'homme. Sauf qu'on évolue. Aujourd'hui, les femmes travaillent. Aujourd'hui, les femmes se débrouillent. Il y a des femmes mécaniciennes, il y a des femmes chauffeurs de poids lourds. Enfin, c'est quasiment presque égal, comme je dis. Voilà. Dans la physiologie, je le répète, les hommes et les femmes sont constitués différemment. Et ne peuvent pas accéder aux mêmes choses, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose de scientifique. L'homme naît avec plus de force qu'une femme. En général, bien sûr, il y a des hommes plus faibles, il y a des femmes plus fortes. Mais je parle physiologiquement, l'homme est plus fort physiquement que la femme. Mais soit, de nos jours, les femmes ont accès au même métier quasiment que les hommes. Mais il y a cette idée-là, l'homme doit t'aimer comme lui-même, et toi, tu dois être soumise. Donc, forcément, quand tu grandis avec cette idée-là, tu te dis, bon, mais si je dois être soumise, si le gars me dit de ne pas mettre de jupe, je vais pas mettre de jupe. En plus, il va plus m'aimer si jamais je mets la jupe. Et puis, il y a les répercussions même, c'est-à-dire que ça a même dépassé la question de la chrétienté et l'éducation judéo-chrétienne. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, de manière très politique et très factuelle, en fait, très scientifique, même sociologique. On va nous dire, vous savez, en Martinique, il y a 5 femmes pour un homme, donc c'est normal. Enfin, il y a même ces discours-là, c'est normal, vous faites moins d'enfants, vous ceci, vous cela. Enfin, il y a toujours cette culpabilité-là qui est induite et qui fait aussi que la femme a tendance, plus en tout cas que l'homme, à s'accrocher à lui, il veut de moi. Donc, ok, bon, ça va être dur. De toute façon, tous les hommes trompent. Hein. De toute façon, je n'en connais pas un qui n'est pas un enfant dehors. Hein. Ah non, mais de toute façon, tous les hommes sont comme si. Donc, bon, déjà que celui-là veut bien, on doit aller. Voilà. Et on accepte et on revoit les critères. Et on revoit les critères et ça, c'est dangereux. Alors, oui. En fait, ce sont les extrêmes aussi qui sont dangereux. Il n'est pas question d'être catégorique, fermé et ne pas se remettre en question. Ce n'est pas ce que je dis. Donc, effectivement, si on a des critères très élevés et incompatibles à notre environnement, ça ne va pas coller. Mais il ne faut pas pour autant revoir ces critères à la baisse en se disant, de toute façon, tous les hommes trompent, tous les hommes sont comme ça, donc lui, il est comme ça. Ça me permet de me présenter face à ma famille avec quelqu'un. Au moins, je ne suis pas une maman célibataire. Au moins, je ne suis pas toute seule, etc. Donc, bon, je vais accepter. Oui, et puis il y a un contexte aussi historique. Là, je vois que, bon, ça commence un petit peu à changer, mais c'est encore très présent, la peur d'être une maman célibataire. Alors ça, il y a des discours que j'entends. Non, mais bon, déjà que j'ai 2 enfants, le gars est avec moi, je vais pas non plus embêter le gars me sortir.
Je me dis, mais what? Surtout que le gars t'a accepté avec tes 2 enfants. Le gars a les enfants commencé étaient avec déjà 2 là. enfants. Voilà. Mais il y a ce petit discours-là. Et ce discours-là vient aussi des parents de la personne qui a 2 enfants. Ouais. Et aujourd'hui, des chamailles, bon. Ou j'ai fait chancer capon et puis voilà, les voilà. T'as plus d'Argus. En plus, si c'est deux papas différents, c'est encore pire. Ah non, là c'est le summum de... Il faut accepter n'importe quoi. C'est clair, non, mais là, si t'as 2 papas différents, il faut accepter n'importe quoi. Et c'est ce petit discours-là où je me dis, franchement, moi, c'est quelque chose qui me fait de la peine. Je me dis, mais attends, j'ai 2 enfants, d'accord? Si jamais tu vas dans ma vie, il faut que tu comprennes que j'ai 2 enfants. Et si tu ne comprends pas, il faut que moi, je réussisse à prendre la décision de te dire, la porte est grande ouverte pour que tu puisses te casser, en fait. C'est ça. Et c'est là qu'on est en dépendance affective. Puis on va dire. On tolère tout après. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui n'est pas bon. Moi, et je prends mon cas quand j'étais... il y a quelques années de ça, non, on ne doit pas me tromper, nanana. Avec l'expérience, tu te dis, bon, tu évolues, il ne faut pas être aussi rigide, tu te dis, bon, l'erreur est humaine. Par contre, quand tu dis l'erreur est humaine, ça ne veut pas dire que les erreurs sont répétées tout le temps. Et moi, ça a été ça que j'ai toléré. Et par exemple, là, à l'heure actuelle, négatif. Même une fois, je crois que je n'ai même pas toléré. Mais ça, c'est quoi, selon toi? Est-ce que c'est quoi? C'est parce que tu sais que tu es sensible au phénomène de dépendance affective? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne vas pas du tout tolérer? Ah, parce que pour moi, c'est un manque de respect. Ok, d'accord. Donc, pour moi, c'est un manque de respect. Ok. Des fois, j'ai même des amis, des proches qui me racontent des choses. Parce que, entre guillemets, il y a trompé et trompé. Tu as trompé, puis tu as entretenu une relation avec quelqu'un. Ouais. On est quand même sous 2 aspects différents. Donc, admettons que je me dise que, bon, l'erreur est humaine et que, allez, premier coup par coup, tu as couché avec quelqu'un premier coup par coup, ok. Lors d'une soirée. Mais des messages, ça va, tu as bien dormi. Tu regardes comment mon outfit, comment je suis habillée, des trucs comme ça. Pas du tout, négatif. Oui, alors bien sûr, c'est tout ce que je souhaite aux femmes, de ne pas accepter ce genre de choses-là. Mais là encore, il faut se connaître. Il faut savoir qu'est-ce que j'accepte, que je n'accepte pas. Il y a des gens qui tolèrent très bien. Il y a des femmes qui se disent, bon, il y a des gens qui tolèrent très bien. Et alors, c'est moi qui en caille là. En espérant que ce soit sincère. Parce que comme je dis, une femme qui est OK avec ça, sincèrement, du fond de son cœur. C'est comme elle disait. Voilà, qui est OK avec ça. Moi, je suis OK avec elle aussi. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais par contre, tu n'es pas OK avec ça, mais tu restes parce que tu as peur de rester seule. C'est là que ça commence à me faire de la peine. Voilà, moi, j'ai une amie qui m'a raconté quelque chose. Une copine qui connaît et tout, elle est OK avec se faire tromper matin, midi, soir. Mais peut-être qu'elle est pas forcément OK. Mais je suis dans la maison, il m'offre ci, je paye pas ci, je m'achète, je ne vois pas. Alors, moi, je reviens sur ça. Pour moi, le plus important, c'est quel est l'état dépressif, l'état maladif que ça a sur toi. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont dans une stratégie de couple, qui ne sont pas forcément dans la même attente. Il y a des personnes qui ça ne rentre pas dans mon cadre, effectivement, dans mon cadre de manière très personnelle, mais il y a des personnes qui me disent, d'accord, ok, mais le fait d'être dans cette situation-là, ça me permet d'atteindre tel objectif, et du coup, l'autre est instrumentalisé. Charge à l'autre de ne pas se laisser instrumentaliser, mais il y a des cas où les femmes ne sont pas forcément en démission, elles sont vraiment en... Si tu crois que tu vas casser tant d'années d'investissement, ou j'ai investi dans ta société, ou j'ai ceci, j'ai cela, et puis aujourd'hui, on casse tout, et puis je suis sans rien, il y a des personnes qui vont vous dire, voilà, le plus important pour moi, c'est intérieurement, vis-à-vis de toi-même, comment tu te sens. Est-ce que tu décides de mettre en place cette stratégie-là, mais en même temps, tu es malheureuse, tu ne dors pas, tu as des insomnies, des réactions cutanées, etc. Cancer même, et etc. Parce que tu es dans une situation qui te met mal à l'aise, là, je dis qu'il y a un problème. Mais si tu fais le choix de ne pas quitter une organisation parce que tu estimes que tu dois récupérer les retombées, et que tu vas bien. Et que tu vas bien. Voilà, et que tu vas bien. Je crois que c'est le plus important. Oui, c'est ça. À quel moment cette question de dépendance affective devient maladive? À quel moment ça nous rend malade? Comme dans la définition, c'est bien ce qu'on nous dit. C'est à partir du moment où ça a un impact sur sa vie, sur la qualité de sa vie. Après, il y a des personnes qui se sentent très bien en se disant « Non, mon gars, il couche avec des filles, mais bon,
Dès qu'il ne me donne pas de maladie, et puis moi aussi, je fais. Hein. Voilà. Ça ne me dérange pas. C'est ça. Et ça il y a ce discours-là aussi. Ça me fait penser à ce que nous disait Pascal lorsqu'on parlait de la santé mentale, où il disait, quand tu te casses un genou, quand tu te casses une cheville, tu te poses cette question. Tu vas, tu te fais soigner. Eh bien, si tu as mal à la tête, fais-toi soigner aussi. Et quand je dis si tu as mal à la tête, c'est si quand la dépendance affective commence à jouer dans ton système, jouer dans ton quotidien, t'empêcher de dormir, te faire réfléchir, traite. Par la thérapie, par l'accompagnement, par l'éradication du gros poil, le poil qui gêne et qui empêche de respirer, faut le retirer. Et il faut agir de manière aussi... le gros poil. Le poil t'empêche de respirer. Oui, le poil. Non, on n'a jamais eu ça, mon Dieu, quand le poil est là et puis ça veut s'incarner, tu sens que ça te fait mal. Ça t'étouffe, il faut retirer le poil et quand tu as retiré le poil, tu sens que... Un soulagement. Je respire. Oui. Donc, du coup, c'est ce même poil-là qu'il faut retirer si ça ne va pas pour pouvoir garder une santé mentale efficace. Vraiment. Enfin, en tout cas, je dis efficace. Ça fait bizarre de dire ça, mais saine. Mais j'aime bien le mot efficace pour revenir à ce qu'il disait, le côté factuel. J'ai mal au genou, je me suis tordu la cheville ou j'ai cassé mon gros orteil. Je vais aux urgences. Je vais aux urgences. Je ne me pose pas de questions sur le qu'en dira-t-on, sur est-ce que c'est nécessaire. Je suis efficace. Je vais aux urgences, on me soigne, je traite et c'est réglé. Exactement. Mais il faut essayer d'avoir cette approche-là. Ce n'est pas évident. Vraiment pas, ce n'est pas évident. Et on doit le faire régulièrement. Mais avant, justement, que ça fasse un gros truc, régulièrement, on fait son petit point. Voilà, exact. Comment je suis là, qu'est-ce qui me fait vraiment mal, est-ce que c'est indispensable? On essaie de factualiser aussi parce que les émotions nous emportent. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Quelles sont les répercussions? Et là, je mets en place une stratégie. Ça peut être la thérapie, comme tu dis. Je ne sais pas si on peut sortir de ça sans thérapie. Alors, bien sûr, notre discours est toujours le même. Je l'ai dit, je le dis. Franchement, il y a des problèmes qu'on peut régler seul. Mais c'est un travail sur au moins 15 ans, là. Ouais. On n'a pas les capacités en tant que personne qui n'a pas fait d'études dans la psychologie pour soigner un problème psychologique. C'est pas comme ça. Il y a des personnes qui vont se renfermer, mais pendant ces 15 ans-là, ils auront perdu beaucoup d'opportunités, ils auront perdu des relations, etc. Alors que faire une thérapie sur 1 an, 6 mois, ça va vite. Je dis vite par rapport à tout ce qu'on évite pour le reste de sa vie. Donc, oui, je suis pour consulter un professionnel qui a fait des études, qui a étudié le cas, qui pourra trouver l'origine ou pas, comme j'explique. Il y a souvent aussi ce problème-là. On n'est pas en recherche de l'origine, on est en guérison d'un problème. Si on trouve l'origine, tant mieux. Si on ne trouve pas l'origine, parce que des fois, il y a plusieurs origines, on règle le problème. Au moins, on sait d'où ça vient, on sait pourquoi. Peut-être qu'il y a un sentiment d'injustice, peut-être qu'il y a une blessure profonde, mais en tout cas, on essaie de se guérir. Et oui, non, il y a des problèmes qu'on ne peut pas gérer tout seul. Déjà, j'ai aussi un petit message pour l'entourage d'une personne qui est dépendante affective. Et je vais parler, par exemple, de l'entourage des femmes qui se font battre, mais qui restent. Il y a plusieurs raisons. Il y a la peur aussi. Hein? Il y a la peur, pas la peur d'être seule, hein? La peur qu'on me tue. Parce qu'on a beau le dire, je lis quand même tous les jeudis un journal. Et chaque jeudi, il y a une histoire rocambolesque d'un ex qui tue sa femme. Donc, je sais qu'on dit oui, il y a des femmes qui tuent leur homme, hein, mais bon, le ratio n'est pas assez important pour qu'on puisse en parler plus que les hommes qui tuent les femmes. Alors, il y a aussi la peur de quitter et de se faire tuer, parce qu'il y a une réalité qui est que c'est pas pour dénigrer notre système judiciaire. Un homme te bat, tu vas porter plainte, il y a un petit jugement, le gars va faire 2 petits stages de non à la violence, et puis il est dans tes pieds, dans la même commune que toi. Et tu sais pas si ce gars-là, c'est un gars fou, qui te donne une balle, qui te donne un coup de poing, qui te suit, qui te persécute. Donc au final, tu as peur. Tu as peur d'aller voir la justice. Il y a aussi la peur de se retrouver seul. Il me bat, mais en même temps, c'est lui qui me sponsorise pour les 2 enfants qu'il m'a donnés. Donc, je vais où? J'ai pas de maman, j'ai pas de papa, je vais où? Ou même si j'ai une maman, un papa, mais je vais où? Je fais quoi? Je retourne chez mes parents avec mes deux paquets? Voilà. Il y a ça aussi. Donc, pour l'entourage, parce qu'il y a ce discours-là aussi. Ah, moi, j'aime bien, mais ça, il a arrêté là. Moi, j'aime bien mes affaires. Moi, j'ai envie de dire à l'entourage de ces personnes-là,
mélangez-vous. On avait d'ailleurs fait une émission sur les violences conjugales. Je ne te dis pas d'aller prendre la balle à la place de la personne qui est en danger, hein, mais appelle la police. Dis ça aux voisins. Montre que tu es là. Si tu vois la personne reste, dis-toi que c'est pas la personne qui aime prendre des coups. Qui aime prendre des coups à part un boxeur professionnel qui fait des matchs de boxe? Personne n'aime prendre des coups. Donc, c'est pour ça que je dis, la dépendance affective, ça fait ça. On se dit, s'il m'a tapé, c'est que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon, hein. Bon, je peux le comprendre. Parce qu'on a déjà, le cerveau est déjà matrixé. On n'est plus soi-même, en fait, à ce moment-là. Donc, forcément, l'entourage des personnes comme ça, appeler des autorités, même si c'est vrai que ça bouge pas plus que ça, mais ça permettra à l'agresseur de voir que et parfois, elle n'est pas seule. On peut même aussi intimider un petit peu l'agresseur. Alors c'est vrai que là on parle des violences où on tape, etc. Mais même les manques de respect. Lorsqu'on est en famille, j'avais pris cet exemple-là effectivement, tu sais que tonton Jacob, par exemple, trompe tati Jacqueline à tout va, ça regarde leur couple, ok, il n'y a pas de problème. On n'est pas suffisamment informé, ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais on connaît aussi la ligne de conduite d'une famille, on sait dans quelle famille, on sait tous un petit peu, ben tiens, côté papa, ils sont plutôt free, côté maman, ils sont plutôt stricts ou plutôt religieux. On sait tous un petit peu quelle est la tendance. À partir du moment où tonton Jacob est un peu trop à l'aise, en mode c'est pas grave, pendant qu'il est assis au repas de Noël, il est en train de draguer la copine de ma cousine qui est en vacances, etc. Faut qu'il y ait au moins quelqu'un qui lui dise hey, Jacob, tu te laisses glisser là. Même si, voilà, gérer ici, c'est pas. Il faut qu'il y ait un minimum. Une limite. Ne serait-ce que pour protéger la personne qui est en dépendance affective. C'est important. Et pour répondre à la question de est-ce qu'il faut, on ne peut pas s'en sortir tout seul, quand on est en dépendance affective, on est déjà fragilisé. On a déjà des trous, on a déjà les manques d'appui en fait. On est obligé de s'appuyer sur quelqu'un. On a besoin de la béquille. Comme pour la cheville foulée, vous vous êtes foulé la cheville, on vous a fait un bandage, vous ne repartez pas comme ça. On vous donne 2 béquilles, le temps de guérir. Eh bien, l'accompagnement psychologique, c'est la même chose en fait. On est déjà trop éprouvé soi-même. Et puis, il y a la question du contrôle, de la jalousie, qui est aussi du contrôle, de l'assertivité, le besoin d'exclusivité. Tout ça, c'est du contrôle. Eh bien, on a besoin quand même d'être rassuré à ce niveau, d'être accompagné, parce que si on est déjà jaloux, et qu'en plus, on n'est pas rassuré, et qu'en plus, on a travaillé sur sa jalousie... Et qu'en plus, on n'arrive pas à prendre des décisions, parce que c'est aussi un des traits de la dépendance affective. Je n'arrive pas à prendre de décision. Exact. Je vais prendre une décision, mais j'ai besoin de quelqu'un valide. Donc, est-ce que c'est ton gars qui te bat déjà, qui va te dire ouais, va porter plainte, vas-y. Exactement. Forcément, c'est un cercle vicieux. On va pas prendre la décision. On a peur de pas la bonne décision, je pense, hein, parce que tu vas peut-être prendre la décision de rester là, mais ce sera pas forcément la bonne. Non, c'est pas une décision de rester là justement. Tu sais que c'est pas bien de prendre des coups. Tu sais qu'il faut partir, mais tu ne prends pas la décision. Parce qu'il y a personne qui te dit... Si tu dois être validé par quelqu'un, autant que ce soit validé par quelqu'un de bienveillant. Voilà. Et comme toi-même, comme on disait tout à l'heure là, tu vas dire, bon, un tel m'a encore donné des coups, mais cette fois-ci, il n'a pas touché à mon nez, au moins. Voilà. Donc, c'est moins que la dernière fois, il se calme. Donc, je vais voir ce que ça donne. Et ça parce que tu veux drôle. Que la personne en face de toi approuve ta décision de rester parce que tu te dis, bon, c'est vrai. Cette fois-ci, il n'a pas cassé son nez, donc c'est déjà moins pire. Et ça paraît drôle, hein. Elle dit, au moins cette fois-ci, il n'a pas cassé mon nez, mais des fois, c'est encore plus ridicule que ça, en fait. Hein. Des fois, ça va encore plus loin que ça, et on a des personnes vraiment qui acceptent des petites choses qui peuvent tout chambouler. L'avantage aussi d'aller vers un thérapeute, c'est que le thérapeute est en écoute. Et que le thérapeute va demander, mais tu veux quoi exactement, par exemple? Chose que, par exemple... la famille aura tendance à dire mais tu ne peux pas accepter ça, etc. Et ça va nourrir encore la culpabilité. Chose que le thérapeute ne fait pas. Exact. Le thérapeute, ah ok, d'accord, donc il se passe ça, et qu'est-ce que ça vous apporte? Et du coup, c'est la personne elle-même qui au final va dire mais même si c'est au bout de 2 heures d'échange, la personne va se dire mais en fait, ça ne m'apporte rien. Mais en fait, je ne me sens pas plus grandi que ça, mais en fait, je souffre. Et c'est la personne qui dit elle-même les choses, qui conscientise, et c'est comme ça qu'on guérit
petit à petit, la prise de conscience. Ce qui est bien en plus avec le thérapeute, c'est que le thérapeute va t'aider à mettre toi-même les choses en place. C'est-à-dire que le thérapeute vient et te dit, bon, fais ci, fais ça, comme ci, comme ça. Exactement. Mais c'est pas le travail du thérapeute surtout. C'est ça. Mais on a tendance à penser que le thérapeute, c'est lui qui va venir, bon, allez, on nettoie ci, comme ça, allez, fais ça. Parce que moi, je me rappelle qu'au début, j'ai commencé, alors que je vois un psychologue depuis des années pour rien avoir, mais moi, je suis OK avec le fait de... Il y a des petits trucs niveau psychologique qui vont pas. J'ai aucun mal à voir un psychologue une fois de temps en temps. Et du coup, elle a tendance à dire, maman, j'avais comme neuve, je serais comme neuve, je vais faire ci, elle va me dire de faire ci comme ça, alors que je suis là, mais je sors de là. J'ai rien compris. Je suis là, mais j'ai rien compris. Non, mais la graine est plantée. Tu vois? Voilà, mais au début, j'étais comme ça. Et c'est au fur et à mesure que tu vois que le thérapeute t'aide à amener les choses de toi-même, à comprendre certaines choses et puis mettre les actions en place. Et donc, du coup, pour nos téléspectateurs, ça prend combien de temps pour commencer à dire, c'est bon, j'ai encore un petit quelque chose de dépendance affective en moi, mais je sens que je sors de là? Pour moi, c'est de longue haleine. Donc, parce qu'il y a des phases où tu arrêtes, tu es saoulé, tu te renfermes un peu, puis il y a peut-être les événements aussi qu'au bout d'un moment, tu es submergé, tu peux pas gérer. C'est ça. Tu peux pas gérer. Et puis, mine de rien, ça représente un coût. Moi, je sais que des fois, à des moments, j'y allais chaque semaine. Ouais. Donc, plus de 50 € sans donner le tarif chaque semaine, ça fait un petit trou quand même. Non, donc, pris en charge par la sécurité bien évidemment, sociale. petit coucou à la sécu. Et alors que c'est pour moi quelque chose, je pense que si la santé psychologique était prise en charge, il y a beaucoup de choses qui se passeraient différemment. Et d'ailleurs, je glisse ça, j'espère qu'il y a des personnes qui sont concernées, des décideurs qui nous regardent. La définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, inclut la santé psychologique dans la définition de la santé en général et du bien-être. Donc, effectivement, il y a un vrai travail à faire au niveau de la prise en charge de la santé mentale. Moi, je peux pas dire combien de temps, parce que forcément, l'aspect financier, ça joue quand même dessus. C'est ça. Ta voiture tombe en panne, tu as besoin de ta voiture pour aller travailler, tu vas préférer réparer ta voiture que de mais c'est pas grave, mon esprit, je vais gérer. Donc, c'est pour ça que forcément, tu peux pas donner forcément de délai. Mais si toi-même, tu fais des efforts et que tu prends conscience des choses et que comme tu disais, une histoire de tri, tu fais un petit peu attention à ce que tu veux, un petit peu, une petite graine, je pense que globalement, au minimum en un an, tu vois quand même quelque chose. En tout cas, tu verras les changements. Des fois, ça peut prendre moins, mais surtout se dire que si on en a besoin toute une vie, il y a des personnes qui font entrer la thérapie dans leur routine de soins. C'est-à-dire que, je fais mes ongles. Voilà. C'est ça. Exactement. Il y a des personnes qui, à défaut de pouvoir le faire aussi régulièrement, je fais un contrôle chez le dentiste chaque année. Chaque année, je fais une petite thérapie, ce qu'on appelle des thérapies brèves, chez tel psy, parce que ça va m'aider à faire ma mise au point si je n'y arrive pas toute seule. Et puis, comme tu disais, les réseaux sociaux. Donc, merci les réseaux sociaux. On a de plus en plus de pages intéressantes. On a aussi Méli-Mélo, qui traite des sujets... On a aussi l'amour sacré. Voilà. des sujets autour de la psychologie et qui permettent c'est parce que la phrase était longue. Voilà, exactement. Qui permettent de se recentrer, de trouver des réponses gratuitement. D'ailleurs, on a un bon plan qui tourne autour, qui est une réponse gratuite et accessible. On en parlera tout à l'heure. C'est ça. Alors, on sera obligé d'aborder les questions. Oui, les questions des abonnés. Mais je fais quand même un petit récapitulatif. Comment s'en sortir? Donc, d'abord, la prise de conscience. C'est la première chose. Ensuite, commencer un suivi psychologique, donc avec un professionnel de santé. Et ça nous permettra de retrouver estime de soi, confiance en soi, et puis se recentrer sur ses besoins. Je rajouterais, comme elle avait dit, être bien entouré. Oui, bien entouré. Après, c'est toi qui vas commenter. Par exemple, moi, je sais que je préfère m'entourer de personnes. Je préfère rester, un peu enfermée. Par contre, comme je disais, si j'appelle quelqu'un à 2h du matin, je sais qui j'appelle à 2h du matin. Et être bien entouré, c'est pas forcément être H24, comme tu dis. C'est bien que tu fasses la nuance. Pour qu'ils comprennent, que tout le monde nous comprenne, être bien entouré, c'est pas être enveloppé de personnes. C'est être au bon endroit, dans un bon environnement. J'avais pris l'exemple du travail volontairement pour montrer que des fois, on s'inflige de devoir travailler dans un univers qui ne nous correspond pas et qui va nourrir nos blessures. Des fois, la dépendance affective qu'on a à la maison avec son conjoint, elle peut venir d'un problème qu'on a au travail. Parce qu'on est mal placé, parce qu'on n'est pas dans le bon environnement. On ne fait pas quelque chose qui nous valorise et du coup, on recherche la valorisation ailleurs. Alors que c'est peut-être pas à l'autre
de nous apporter cette valorisation. Ou dans l'amitié, des choses comme ça. Mais tiens, comme j'ai pas de mec, ben j'espère que ma copine va me dire que je suis jolie, que je suis bien habillée aujourd'hui ou que je réussis. Comme ça me fera une tare de moins. Et puis elle l'a pas dit. Donc du coup, c'est pas une bonne copine. Enfin, les manques que l'on a peuvent se déplacer dans les autres sphères de notre vie. Donc vraiment, l'environnement, c'est le travail, le lieu où on habite, les amis que l'on a, vraiment notre environnement dans sa globalité. Exactement. Voilà. Je te laisse sur l'annonce de notre page. Oui, alors donc, on vous invite, comme à chaque fois, à vous rendre sur la page Instagram melimelo.fwi pour suivre notre actualité, répondre à nos questions et puis commenter. Comme on vous l'a déjà dit, n'hésitez pas à nous suggérer des thèmes qui vous tiennent à cœur et nous, ce sera avec plaisir qu'on en parlera dans notre émission. C'est ça. Donc là, on va passer aux questions des abonnés. Donc, chaque semaine, on pose la question aux abonnés sur nos pages respectives, plus sur Méli-Mélo. Donc, on met la question sur la page d'Acme Concept Natilo, sur la page de l'Amour Sacré Moi, et sur la page de Méli-Mélo. Donc, on commence. Donc, on a Déborah qui nous dit « Mes copines ne comprennent pas pourquoi je reste avec lui. Elles me parlent de dépendance affective. Ok, il n'est pas parfait. Et notre histoire est jonchée d'épines. Mais est-ce qu'à mon âge, je peux faire la fine bouche? Me retrouver seule et élever mes 2 enfants toute seule? Négatif. » Donc... Il y a beaucoup d'informations là. Il y a beaucoup d'informations dans ce qu'elle dit. Est-ce qu'à mon âge, je peux faire la fine bouche? C'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avec mes 2 enfants. Avec voilà. Ces 2 enfants. Exactement. Eh bien, Déborah, oui, tu peux faire la fine bouche tu as le droit. Ton dernier souffle. Voilà, tu as le droit. Elle a le droit. On ne sait pas ce que le gars lui fait. Les copines ne comprennent pas. D'accord? Mais tu as le droit d'avoir tes exigences. Mais tu as le droit d'avoir tes exigences. Et puis, si les copines ne comprennent pas, en général, nous, les copines, hein, on voit bien que le gars est toxique. Donc, c'est pour ça qu'on ne comprend pas quand vous restez avec le toxic boy. Et je vais aller plus loin. Toujours pour cette histoire de soigner son environnement. En général, nos copines, si on les a bien choisies, je ne parle pas des personnes qui passent dans vos vies. Oui, pas les connaissances. Pas les connaissances, ni les personnes qui viennent faire n'importe quoi dans votre vie. On parle des personnes de bons conseils, les personnes qui sont là avec vous et qui vous suivent. À partir du moment où vos copines arrivent à déceler qu'il y a un problème dans le fonctionnement de votre compagnon, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est qu'il y a un vrai problème. Surtout s'il y en a plusieurs, ça veut dire que forcément, il y a un... S'il y en a une, tu te dis, ah ouais, elle veut mon mec, elle est jalouse ou un truc, mais s'il y en a plusieurs, forcément, ça doit faire titre. Parce que si ce sont de vraies copines, dans le sens bienveillant, d'accord, la copine qui est là avec toi, qui t'aide à traverser les épreuves de la vie, cette copine-là n'a envie que d'une chose, c'est que ça fonctionne avec la personne que tu as choisie. Et donc, forcément, si la copine ou le copain, on peut avoir des amis garçons, ou même ça peut être dans l'autre cas, c'est-à-dire que le gars est avec une meuf un peu toxique, à partir du moment où on commence à être au courant que ça ne va pas, c'est qu'il y a des choses qui apparaissent. Et donc, du coup, c'est à respecter aussi. C'est vraiment à respecter. À partir du moment où mes copines me parlent de dépendance affective, il y a une question à se poser. Moi, j'invite vraiment Déborah à vérifier. Parce que si ces copines commencent à parler comme ça, les copines n'ont aucun intérêt à ce que tu te sépares de ta personne. En fait. C'est ça, parce qu'après, c'est encore à nous de gérer. Donc, au contraire, on veut que tu sois heureuse. Ta personne, et même que ta personne nous présente quelqu'un, si jamais nous, on est célibataire, tu vois. C'est quelqu'un de bien. De préférence. Un bad boy. Et en plus, moi, je suis attachée au mot. Hein. Notre histoire est jonchée d'épines. Est-ce qu'on mérite ça, Déborah? Une histoire jonchée d'épines. Moi, je veux une histoire jonchée de roses, sans épines. Exactement. Je ne veux pas les épines, moi. Exactement. Donc, une histoire jonchée d'épines, Déborah. Si tu as suivi toute l'émission, je t'invite à te... Oui, retire le poil. Exactement. Coupe le pont et retire le poil. Je t'invite à te recentrer sur tes besoins et puis à savoir... Travailler aussi son estime d'elle-même. Surtout. La confiance en soi. Fine bouche, 2 enfants, c'est pas... Voilà, l'estime de soi, c'est la perception qu'on a de soi-même. Est-ce que, je sais pas moi, par exemple, hein, je prends cet exemple-là. Avant, j'étais d'une certaine manière, j'avais pas d'enfants, je faisais du sport, je pesais 100 kilos de moins, on n'a pas donné de chiffres, enfin bref, j'avais une certaine façon d'être. Et aujourd'hui, la nouvelle personne que je suis est moins à l'aise dans cette nouvelle représentation. Par contre, j'ai toujours une bonne estime de moi. C'est-à-dire que quelqu'un va venir me dire « Toi, Nathalie, toi, Natilo, ouais, machin »,
je n'ai pas ce ressenti-là. C'est-à-dire que je peux manquer de confiance par rapport aux nouveaux challenges de ma vie, mais je continue à considérer que je suis une belle femme, une badass, une femme intelligente, une femme qui est capable, etc. Même si j'ai des moments où le moral peut être en berne, etc. Et quand elle dit me retrouver seule et élever mes 2 enfants, c'est là où il faut faire attention à son estime de soi. Qui es-tu? Et même dans les couples, les gens ont tendance à dire je suis seule. Mais en fait, le partenaire, c'est un bonus. C'est un partenaire. C'est une plus-value. C'est un associé. On fait ensemble, on se soutient. Mais le partenaire ne détermine pas ma capacité propre, en fait. Tout simplement. Voilà. Donc, forcément, si ton partenaire est là, ce sera beaucoup plus facile d'élever 2 enfants s'il s'investit. Ah, d'accord. Parce qu'il n'y a rien de pire. Le plus difficile d'être avec quelqu'un qui ne t'aide pas. Tu as l'impression de faire double dose de travail. Exactement. Vaut mieux être tout seul à ce moment-là. Donc, peut-être que s'il s'investit, ce sera plus facile avec lui, mais ça ne signifie pas que tu ne vas pas y arriver en étant seul. Voilà, c'est ça. Et puis, Déborah, tu seras ni la première, ni la dernière. Et puis, donc, Déborah, comme tu dis toi-même dans ton message, négatif. Voilà, c'est négatif. OK, donc on continue avec le message de Chris qui dit « Je ne supporte pas mon célibat et ma psy me parle de dépendance affective. Le problème est que ma femme est morte en donnant naissance à notre fils. Je n'ose pas imaginer laisser mon enfant grandir sans mère. Donc là, il se pose la question. En fait, l'objectif de son non-célibat, c'est surtout de ne pas laisser son enfant. Mais en même temps, est-ce que ce ne serait pas une excuse? Qu'est-ce que c'est? Exact, c'est voilà, ça, c'est ce que j'allais dire. Si c'est pour trouver une excuse, ah oui, je veux que mon enfant ait une maman pour justifier, au détriment de... Pour moi, ouais, c'est kiff-kiff. Moi, ce qui m'alerte surtout, c'est qu'il a quand même sa psy qui a parlé, qui parle de dépendance, donc qui a repéré quelque chose. Moi, à ta place, Chris, j'aurais tenu compte de sa remarque. Hein. Je ne pense pas qu'elle est... J'espère en tout cas qu'elle n'a pas dit n'importe quoi. Je veux croire, je leur fais confiance et donc je pense qu'elle n'a pas dit n'importe quoi. Se poser la question de savoir, est-ce que, effectivement, le fait de... Est-ce que ce ne serait pas une excuse de se dire, je ne veux pas laisser mon enfant grandir sans mère? Pour ne pas justifier le fait qu'il soit réellement dans de la dépendance affective. Et puis la question que je lui pose, quel est le problème vis-à-vis de qui? Ben là, on ne sait pas. Je ne supporte pas mon célibat, il dit. Et sa psy lui dit que ce serait de la dépendance affective. Déjà, est-ce qu'il est déjà remis? C'est ça. Peut-être déjà, première question, est-ce qu'il est déjà remis du décès de son ancienne compagne? Et puis, qu'est-ce qui lui fait dire aussi, donc moi, c'est l'une des questions que je lui ai posées, qu'est-ce qui lui fait croire que son fils a absolument besoin d'une maman? Alors, bien sûr, la maman est ce qu'elle est, la maman est une représentation dans la vie d'un enfant, il n'y a pas de souci. Mais là, la maman est morte en donnant naissance à l'enfant. C'est une circonstance de vie qui appartient à la vie de l'enfant. Alors, effectivement, le papa sera responsable d'accompagner son enfant pour qu'il traverse ça de la meilleure des manières, mais il n'est pas responsable de la situation, il n'est pas responsable du décès. Et donc, ça, c'est une épreuve de vie qui est proposée au destin de son fils. C'est son fils ça appartient à son fils. Il n'a pas d'obligation à se mettre en couple pour pallier à ça. Et ça, aussi difficile que ça puisse paraître, il n'a pas d'obligation. Et son fils n'est pas obligé de trouver non plus la représentation maternelle dans la femme qu'il aura choisie. Qu'il aura choisi. Il peut ne jamais considérer la nouvelle belle-mère comme étant sa maman. Il peut considérer une tati, une maîtresse, n'importe qui. Ça appartient à la vie de son fils. Donc, il faut vraiment qu'il fasse la différence entre je n'ose pas imaginer mon enfant grandir sans mère et son célibat. C'est deux aspects complètement différents. Voilà. C'est ça. Donc, on continue. On a Bambinou qui nous dit « Je suis un enfant de la DAS. J'ai été abandonnée et aujourd'hui, je reconnais ne pas pouvoir vivre sans ma femme. Le problème est qu'aujourd'hui, c'est la merde entre nous car je lui pourris la vie. Elle a besoin de liberté, mais je n'arrive pas à la lui accorder. Je ne sais pas quoi faire. » Ben, Bambinou, c'est déjà bien que tu aies mis des mots en voyant que tu lui pourris la vie. Et je pense qu'il se pourrit la vie à lui-même aussi. Oui, bien sûr, puisque c'est pas le tout repos. Il faut aussi savoir que les dépendants affectifs,
c'est pas, ils le font pas de gaieté de cœur, hein. Le harcèlement, ils sont vraiment dans une détresse. Au moment où ils vont harceler d'appel, ils sont dans une détresse, une vraie détresse mentale. Voilà. Hein. C'est ça, ils sont vraiment pas malheureux. en mode ah ouais, je vais empêcher mon zèle ou monsieur de passer une bonne soirée. Ils sont dans une détresse au moment T. Ah, tu appelles une fois, deux fois, ça ne répond pas, tu continues. Ça, c'est trop moi, ça, j'appelle comme ça, je dépose mon téléphone en appelant. Pas de dignité, quoi. Tu appelles parce que tu es dans la détresse. Tu as besoin, tu as besoin d'une réponse. En fait. Après, peut-être après, tu vas te dire ce que tu as fait, c'est exagéré, c'est pas bon, mais à l'instant T, tu penses pas à ça. C'est la définition. Le dépendant affectif pense à ses besoins sur l'instant. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, Bobinou, dans ton message, moi, je vois que tu as déjà quand même un procédé. Tu sais que tu as été abandonné et qu'aujourd'hui, tu ne peux pas vivre sans ta femme. Donc, je ne sais pas si tu vois déjà un professionnel de santé, mais c'est la solution pour trouver une thérapie adaptée. Par exemple, la thérapie comportementale où on va vraiment instrumentaliser une situation, ça fonctionne bien pour la dépendance affective. Ouais. Et c'est vrai parce qu'il y a des questions qui ne s'est pas encore posées. Parce que moi, je ne vois pas le lien. Enfin, je vois le lien, mais je le dis volontairement ainsi. Je ne vois pas le lien entre le fait d'avoir été abandonné et de vouloir vivre sans sa femme. Si je dis ça, c'est juste pour le choquer un peu. Lui dire que ta femme ne sera jamais ta mère. Si la personne qui t'a abandonné, c'est ta maman, ta femme ne sera jamais ta mère. Je vois très bien le lien. Et ça, c'est le côté abandon. Voilà, c'est-à-dire qu'il a certainement la blessure de l'abandon. Il faudrait vérifier si c'est une perception ou si c'est vraiment un abandon. Il y a plein de choses à creuser, en fait, et je pense que quand il va travailler, justement, en thérapie, ça va s'apaiser. Parce que, je le dis volontairement, même si on voit bien le lien, mais ta maman ne sera jamais ta femme et ta femme ne sera jamais ta maman. Donc, tu ne devrais pas faire de lien entre le fait que, comme j'ai été abandonnée, eh ben, du coup, je ne peux pas vivre sans ma femme. Donc, c'est juste cet éveil-là que je veux créer chez lui. On continue? Alors, on a Anonyme qui nous dit « J'aime profondément mon mec et je pense que c'est réciproque. Le problème est qu'il m'impose des conditions que j'ai du mal à accepter s'il veut qu'on reste ensemble. Pensez-vous que c'est de la dépendance affective ?» Bien sûr que oui. Oui. Oui, ça, je vais dire ça peut être de la dépendance affective. C'est fort probable. Avec si peu d'éléments, ça peut être aussi une relation nouvelle, en se disant que le gars va changer. Voilà, mais ça y ressemble en tout cas. Parce que quand elle dit « je pense », ça me fait penser à une relation nouvelle. Quand elle dit... quand elle ou il dit « je pense ». Que c'est réciproque. Ouais. Donc, voilà, après 8 ans, tu dis « je pense que c'est réciproque », il y a un problème. Exactement. Ça. Voilà. Exactement. C'est une petite anecdote drôle. Le père de ma fille et compagnon actuel, après 5 ans de relation, m'a écrit une lettre où il m'a dit « Je t'apprécie énormément ». Et je me suis dit « What ?» Le gars m'apprécie après 5 ans, un enfant. Un enfant, c'est clair. C'est quoi cette histoire? Mais bon, déjà que c'est un gars qui ne donnait pas ses sentiments, je me suis dit « Bon, allez, j'ai compris ». Non, donc mais voilà, donc oui, je pense que ça y ressemble. Et puis la question de j'ai du mal à accepter, il m'impose des conditions que j'ai du mal à accepter. Déjà, ça veut déjà dire que tu n'as pas envie de les accepter, mais que tu vas le faire pour faire plaisir. Donc là, ce ne sera pas forcément une concession, mais on va vers le sacrifice. Et là, attention. Ben, en tout cas, pour savoir si c'est de la dépendance affective, est-ce que les conditions atteignent la dignité? Enfin, il y a plein tout ça, ouais. de conditions, justement, de paramètres à évaluer pour pouvoir vérifier. Mais pour vérifier, thérapie. C'est vrai. Thérapie. C'est vrai. Alors, on continue. Alors, il nous reste pas énormément de temps. Donc, oui, ça va aller vite. Alors, mais oui, quand on parle de sujets comme ça va vite. Bon, on a Nana qui nous dit, Nana 972, pardon. Je suis une femme qui se gère, une femme capable, comme on aime dire. Je suis très indépendante dans le quotidien, mais j'ai horreur d'être seule. J'aime être entourée et quand ce n'est pas le cas, je déprime facilement. Dois-je m'interroger sur une potentielle dépendance affective? Oui. Et on le verra dans l'un des bons plans qu'on a donné.
il y a beaucoup de questions qui parlent justement de la capacité à être indépendante, la capacité à faire soi-même, etc. Et on réalise que ce n'est pas parce que dans la vie de tous les jours, on a ce style de femme capable, comme elle dit, que ça veut dire qu'il n'y a pas forcément la dépendance affective. On a du mal à imaginer, ou les gens qui disent quelqu'un comme toi, mais non, mais pas toi. Et donc, du coup, ça renferme les personnes. Est-ce que c'est ce que tu as vécu? Exact, j'allais dire exactement. Elle m'a fait trop penser à moi. C'est exactement ça. À se dire, ah non, tu es capable de faire ci, de faire ça, et tu ne demandes pas l'aide des autres, et tu ne veux pas qu'on te donne non plus forcément. Et tu te dis, mais non, moi, dépendante, je fais pas du tout. Mais non, c'est me gérer, je me gère. Et au final, non, tu te rends compte que oui. Parce qu'au final, on regarde, elle dit le célibat et tout, qu'elle a marre d'être seule, etc. Qu'elle a mais, horreur. à contrario, est-ce qu'elle ne s'occupe pas pour combler le vide d'être seule? C'est ça. Alors, il y a un petit exercice en thérapie pour les dépendants affectifs. Aller au cinéma seul, choisir le film seul, aller au restaurant seul. Moi, c'est quelque chose que je ne faisais jamais. Moi seule, je dis, eh, mon Dieu, mais ça fait comme quelqu'un qui n'a pas d'amis. Voilà. Jamais. Parce que ça fait comme si j'ai décidé toute seule de mon plein gré d'aller choisir le film. Exactement. Jamais. C'est trop ça. Et maintenant, je me lève, je vais à la séance de 11h toute seule. J'ai aucun problème avec ça. Voilà. S'il y a quelqu'un qui vient, tant mieux, mais les gens à 11h, ils travaillent. Moi, si c'est mon jour de repos, je ne travaille pas. J'ai aucun problème avec ça. Oui, voilà, c'est un exercice de thérapie, d'aller au restaurant. Bon, pas tout de suite dans la thérapie, mais d'aller au restaurant seul, d'aller au cinéma seul, d'aller faire une balade à Fort-de-France seul. Parce que tu l'as fait. Exactement. Mon Dieu, regardez, je me regarde. Voilà. Exactement. C'est un exercice. Quand tu vas au cinéma, combien de tickets? Un ticket. Mais à force de le faire, moi je suis très contente de le faire ça. Je suis très contente de aussi la société, hein. Vous mangez seul, les gens demandent ça. Combien de tables? Combien de personnes? Vous serez seul, vous attendez quelqu'un. Donc c'est leur travail. Mais pour le dépendant affectif, c'est une blessure. Voilà, exactement. Tu joues dans le bobo. Oui. Oui, je suis seule, t'as pas compris. Voilà. Alors, mais après, tu es fière de le faire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et pour moi, la fierté, ça n'a pas de prix après. Quand tu vois que moi, faire ça seul et puis que maintenant tu le fais. Ah, tu comment? Tu étais au cinéma, c'est oui, quel problème qu'il y a? Et après, tu te dis, waouh, c'est un pas qu'il y a 10 ans, 20 ans, tu n'aurais jamais fait. C'est ça. Exact. Donc, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est ça le message d'espoir. Faites-le. Voilà, qu'il faut donner aux téléspectateurs. C'est possible. Ouais. Même si vous êtes dedans, ça ne veut pas dire que c'est irréversible ni que c'est un trait précisément ancré dans votre façon d'être. Ça. Si vous travaillez cet aspect-là, vous pouvez passer le cap et le faire surtout sereinement. Même si on aime être entouré. Voilà, ça veut exactement. Rien dire, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime avoir du monde. Moi, la solitude, pas du tout. Voilà. J'aime avoir du monde. Mais si c'est à faire, voilà. Et puis après, vous allez atteindre le boss final, aller en soirée seul. Voilà. C'est ça. Alors, encore peut-être 2 ou 3, et après on attaque les bons plans parce que le temps ne nous attend pas. Donc on a Pelleté qui dit « J'ai toujours veillé à rendre mes enfants débrouillards et responsables, mais bon, le résultat est mi-figue, mi-raisin. Ma fille a 16 ans et pas un pas sans bâtard. L'enfant ne prend aucune décision spontanée, même pour choisir un dessert au resto, elle s'assure que son choix colle avec le mien. J'ai beau lui dire de se démerder et d'ouvrir ses ailes, rien n'y fait, faut passer par moi. Je pense que c'est de la dépendance affective, ce n'est pas possible. » Et donc, ça revient un peu à ce que je disais, c'est-à-dire que la dépendance, effectivement, est liée à nos traits propres, mais ça peut aussi venir de l'éducation. Et là où c'est pernicieux, et c'est surtout pour mettre les parents très à l'aise sur le fait qu'on n'est pas en train de vous juger sur vos choix éducatifs, même s'il faut toujours réfléchir à ce qu'on fait, c'est que ça peut aussi venir du fait d'avoir été un parent très contrôlant, comme ça peut aussi venir d'un parent qui a été aussi... qui a nourri la blessure de l'abandon, en fait. C'est-à-dire que le parent qui va beaucoup contrôler, beaucoup surveiller, etc., il va empêcher à l'enfant de faire ses propres choix et finalement de se découvrir lui-même. Et finalement, ça va donner un enfant qui est dans l'ombre de son parent. Mais il y a aussi l'enfant, qui va se sentir moins aimé que les autres. Elle parle la personne, dit « mes enfants », débrouillard et responsable, mais bon, le résultat est mi-raisin. Et elle parle de sa fille en particulier. Donc, peut-être que ce n'est pas le cas pour tous ses enfants. Est-ce que l'enfant de 16 ans n'a pas quelque chose à prouver aux parents plus que les autres, etc., etc. Parce que l'enfant qui n'a plus rien à prouver à ses parents, qui se sent fort, qui est fier de lui, il est prêt à négocier.
L'enfant qui lui est dans une mauvaise estime de lui va chercher la validation. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. À défaut de la thérapie, ce serait peut-être de crever l'abcès et d'en parler franchement. Qu'est-ce que tu veux me prouver? Et toi, fais-moi découvrir. Qui es-tu? On peut aussi faire ce travail-là de valorisation et de mettre le temps de l'échange, l'enfant au même niveau que le parent et lui dire, mais qui es-tu? Et toi, t'aimes quoi? Et tu proposes quoi? Et tu aurais préféré quoi? Ketchup ou mayonnaise? Des petits détails aussi simples. L'enfant ouvre le linge, ne passez pas derrière pour arranger le linge sur ses choix. Parce que c'est pas précisément comme vous voulez. Laissez-lui cette possibilité d'ouvrir le linge à sa sauce. C'est possible, même si ça vous n'aimez pas, mais au moins son propre linge. Pour lui permettre d'exister en tant que tel et de ne pas être dans cette dépendance de qui aiment mes parents, qui sont mes parents, qu'est-ce qu'ils attendent de moi et qui je dois être en fonction d'eux. Voilà. C'est ça. Donc, je vais lire le commentaire de Dim. Je vais être dure, mais c'est mon avis, alors j'assume. Il y a aussi l'éducation des mamans. Cette histoire de maman poule, voici ce qui rend dépendants nos enfants. Ils ne peuvent rien faire tout seuls, faut tout faire à leur place, et puis après, on vient nous parler de toutes sortes de trucs psycho. Maman poule ou pas du tout, hein? Pour moi, dans les deux sens, hein? Oui, pas forcément, dis. Oui, pas forcément. Parce que moi, ma maman n'était pas maman poule. Au contraire, ça a été tout le contraire. C'était tout mon frère. Moi, c'est sous le bas côté de la route, hein? Et pourtant, je suis quand même une dépendante affective. Mais c'est pour ça. C'est pour lui dire que ça n'a rien à voir forcément. Voilà. Oui, ça a à voir, mais pas forcément avec maman poule. Oui, voilà, c'est ça. Tout le contraire, il était quand même en dépendance affective. Oui. Exactement. Mais c'est ce qu'on expliquait, Dim. Des origines, il y a plusieurs origines à la dépendance affective. Ça peut être soit une maman poule, mais c'est pas surtout ça en fait. C'est plutôt la maman qui n'est pas pour justement sentiment d'injustice ou d'abandon. C'est plutôt pour cette raison-là qu'on devient dépendant affectif. Parce qu'on a toujours ce besoin de vouloir prouver à la maman, par exemple dans ton cas, oui, bon, mon frère, ok, d'accord, mais moi aussi, je fais des choses bien. Exactement. Moi aussi, regarde-moi. Moi aussi, valide-moi. C'est que moi, quand aussi. j'ai pris chez moi tôt, ça a choqué tout le monde. Hein. À 20 ans, j'étais chez moi. On dit, mais mais quoi? Oui. Commencer à payer le loyer, ça a choqué tout le monde, hein, du jour au lendemain, mais comme ça. Mais j'avais besoin de ça pour me sentir, moi, tu peux payer un loyer, tu peux travailler, tu peux passer ton permis, tu peux avancer sans... Et du coup, tu peux faire des choix qui vont t'auto-flageller, c'est-à-dire que plutôt que d'être bienveillante envers toi-même, comme tu veux tellement prouver, ben tu auras tendance à te saigner, à te dire, mais je vais le faire, alors que c'était peut-être pas le moment, je dis ça comme ça. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Pour 15 ans après, c'était pas le moment. Parce que quand tu vois l'argent que j'aurais mis de côté si j'étais restée chez maman, tu te dis, tu aurais déjà eu ton appartement que tu aurais acheté. Mais bon, à l'instant T, c'est le besoin que j'avais. Voilà, et puis, ça m'a fait prendre conscience aussi des responsabilités. Parce que moi, j'ai commencé à jobber à 16 ans. Ça m'a fait vraiment prendre conscience que pour avoir des choses, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Exactement. Ça veut dire qu'il y a eu du bon. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, toujours par rapport, pour terminer avec le commentaire de Dim, quand il parle des mamans poules, il faut faire la différence entre un parent contrôlant, voilà le terme, et un parent poule. C'est pas du tout la même chose. Vraiment. Le parent qui est là, qui fait à ta place, qui déplace, tu as mis comme ça, mais qui passe, et qui déplace, et qui refait, et qui ceci, etc. Il est en train de te castrer, ce parent-là. Il est en train de t'empêcher d'être toi-même, et ça n'a rien à voir avec la maman poule. Voilà. C'est ça, exactement. On sera obligé d'aborder le bon plan. Les bons plans. Voilà. Les bons plans. C'est ça. Donc, comme à chaque émission, nous vous préparons un ou deux bons plans. Aujourd'hui, nous en avons deux. Donc, c'est Natilo qui vous donne le premier. Voilà, donc on va commencer. Alors, le premier bon plan qu'on vous propose, et je parlais tout à l'heure de gratuité par rapport au fait que l'accompagnement psychologique soit payant. Donc, en fait, il y a sur YouTube et sur Internet une clinique qui s'appelle la e-clinique, la clinique e-santé. Voilà, la clinique e-santé. Et là, on vous propose une vidéo qui est proposée par la psychologue Christelle Albaret et qui propose un test pour vérifier si on est dépendant affectif. Donc, on vous laisse quelques extraits et vous verrez qu'elle vous accompagne à travers la vidéo pour pouvoir vraiment faire le test ensemble. Et le test est disponible gratuitement en cliquant sur un lien
pour au moins faire la première étape qui est découvrir si je suis atteinte de dépendance affective. En 8 questions. En 8 questions. On vous laisse regarder tout ça. De personnes. Alors, ce que je vous propose, c'est prenez maintenant un papier, un stylo et je vais vous poser les 8 questions qui sont nécessaires pour identifier si vous êtes ou pas dépendant affectif. Ce questionnaire est extrait du DPQ, Dependent Personality Questionnaire de Coas, Berlioz et Wallies, donc qui est un questionnaire clinique. Et donc la première question, c'est: suis-je une personne très peu indépendante et très peu autonome? Si la réponse est oui, c'est-à-dire que si oui, tout à fait, vous êtes une personne très peu indépendante et très peu autonome, si vous dites oui, tout à fait, vous mettez 3 points. Si c'est oui, un peu, vous mettez 2 points. Si c'est non, pas beaucoup, vous mettez 1 point. Et si c'est non... Alors, bien sûr, c'est une solution palliative. Je veux quand même mettre une petite nuance. On l'a déjà dit, Ama, moi je préfère quand même, je valorise beaucoup la psychologie liée à l'environnement dans lequel vous vivez. Parce que si on prend la question de la dépendance, tu as pris l'exemple tout à l'heure, tu disais à 20 ans j'avais chez moi. Quand on regarde la manière dont les gens vivent en France, par exemple, à 18 ans, je suis déjà très adulte, un jeune de 15 ans fume avec ses parents, c'est OK, parce que les parents sont fumés, etc. En Martinique, c'est complètement différent, donc on a une autre perception de l'indépendance, de la réactivité, du côté adulte. Souvent, on prend sa majorité à 19 ans, 20 ans, alors que c'est 18 ans la majorité, parce qu'en Martinique, il y a un autre contexte. Et donc, c'est vrai que je préfère, en tout cas, j'encourage à consulter un thérapeute qui comprend la philosophie du pays, qui est en phase avec ce qui se passe dans le pays. Maintenant, on a bien compris, ça coûte cher. Donc, à défaut de pouvoir aller consulter quand ce n'est pas possible, vous avez cette solution de repli. Vous avez des vidéos complémentaires qui expliquent comment sortir de la dépendance avec toute une batterie de tests. Et puisque c'est gratuit, je vous encourage à en profiter. Voilà. Donc, le deuxième bon plan, donc, c'est un livre qui s'appelle Les 50 exercices pour sortir de la dépendance affective de Géraldine Prévost-Gigant. Et comme son nom l'indique, il y a 50 exercices qui qui donnent des pistes pour sortir de la dépendance affective. Bien sûr, alors oui, là on a un extrait de l'exercice numéro 00 avec des petites questions. Pour vous, être fou d'amour, c'est la vie, la vraie. Et en fait, on va cocher les cases qui nous correspondent. Et c'est un peu sur un ton léger. C'est pas quelque chose de formel où on va se dire oh c'est barbant. C'est vraiment fait de façon presque ludique. Voilà. Et puis ça se fait facilement. Mais je veux quand même dire que ce livre ne remplace pas un suivi thérapeutique par un professionnel. C'est ça. C'est déjà un premier pas de se dire bon ben je me sens dépendant affectif. Donc, je vais déjà faire ces 50 exercices-là et puis je vais voir ce que ça donne. C'est ça. On peut le faire aussi en parallèle d'une thérapie qu'on a commencé. Exactement. Et puis, ça va peut-être aider la personne à se connaître un petit peu plus au final. Ça. Exactement. Donc, voilà. Donc, je vous redis les 50 exercices pour sortir de la dépendance affective de Géraldine Prévost-Gigant. OK. Je vais l'acheter. Donc, voilà. Donc, on arrive à la fin de notre émission. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire pour les futurs ex-dépendants affectifs? Très bien, futurs ex. J'aime beaucoup. Ben, écoutez, aimez-vous. Pour moi, c'est le plus important. Et faites vraiment ce que vous avez envie de faire pour vous. Pour moi, c'est le plus important parce que moi, j'ai tendance à ne pas le faire. Et je vois les changements. Donc, c'est moi et moi avant. Bon, s'il y a des enfants, c'est pas pareil. Mais ne rien faire de façon forcée. Et voilà. Même s'il y a des enfants, c'est toi avant. Oui, c'est toi avant, mais tu as tendance quand même à vouloir, je sais pas moi, je donne un exemple, j'ai envie de m'acheter un parfum, j'ai un enfant, il faut lui acheter quelque chose, je vais forcément ne pas m'acheter le parfum et acheter ce qu'il faut pour l'enfant. Oui, dans ce sens-là, je voulais dire.
Voilà, dans ce sens-là que je voulais dire. C'est parfait pour l'enfant, moi c'est parfait pour moi. Je suis pour l'équilibre. Je suis pour l'équilibre. Bon, on ne pourra pas débattre sur ça, mais je crois que l'enfant, surtout dans les premières années, il se nourrit vraiment de ce qu'on lui renvoie. Alors forcément, il y a des priorités, puisqu'on est aussi garant de son épanouissement et de sa sécurité, donc on ne va pas faire n'importe quoi. Je n'irai pas m'acheter un ciselet à 200 balles et puis mon enfant n'a pas de quoi se savonner, n'a pas de couche correctement. Mais c'est vrai qu'on fait la part des choses, on tient compte des nécessités, de quoi il a besoin, de quoi moi j'ai besoin pour être une maman au top, une maman qui fonctionne, en tout cas une maman, je reprends le mot que j'ai utilisé, efficace. Et puis j'aurai le temps, je vais essayer de le faire pour l'émission. Tousser. Excusez-moi. Ça, j'ai déjà fait. Ça, je pense qu'on m'avait entendu tousser, moucher. C'est bon, ça renifler, ça c'est OK. Mais en tout cas, je vais essayer de faire le petit schéma que j'utilise en thérapie, le schéma de l'atome, où je montre qu'on est, nous, le cœur de notre système et que c'est important que notre charge positive, nos protons, demeurent bien conservés, bien nourris, bien protégés, justement pour rayonner autour des autres qui sont là avec nous, qui font partie de notre système aussi, mais qui sont voués à partir, y compris les enfants, même s'ils sont tout près. D'accord? Donc, c'est vrai que, oui, il faut rester le centre. Le centre, alors, c'est de l'égocentrisme positif. Rester le centre, se soigner et puis avancer avec les personnes qui nous entourent. Eh bien, c'est ça. J'ai pas grand-chose à ajouter. Hein. C'est aimez-vous. Apprenez à vous connaître, posez vos limites, apprenez à comprendre vos besoins, respectez-vous et puis n'ayez pas peur de balancer les gens. Osez balancer les gens qui ne font pas du bien, les gens, les choses, les activités. Voilà, on n'a qu'une vie. C'est ça, exactement. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un thème croustillante. On vous fait de gros bisous. Bye bye.